Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le lundi 11 novembre et au sommaire de ce journal, la COP29, une conférence internationale sur le climat, avec des vœux, des promesses et des espoirs pour financer cette lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes en Azerbaïdjan dans un instant, dans sa capitale Bakou, où notre envoyé spécial nous attend. L'actualité en Afrique. À l'île Maurice, le Premier ministre sortant annonce avoir perdu les élections législatives. Et puis en France, les cérémonies du 11 novembre à Paris, les cérémonies qui commémorent la fin de la Première Guerre mondiale. Des commémorations placées cette année sous le signe de l'amitié franco-britannique. Reportage à la fin du journal. La 29e conférence internationale sur le climat s'est ouverte ce matin en Azerbaïdjan, organisée par l'ONU. C'était au tour d'un pays d'Europe centrale d'accueillir cette année cette réunion internationale. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, accueille donc l'événement planétaire jusqu'au 22 novembre prochain. Cette année, la COP29 a débuté par un appel à la coopération mondiale, une mise d'argent au pot commun, alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement pour tenter de lutter contre les méfaits du changement climatique. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment, a lancé en ouverture le patron de l'ONU Climat, Simon Stiell. Alors de belles paroles en ouverture de cette COP, mais sur place, Manon Chaplin, les ONG et les militants demandent à voir. Oui, l'enjeu principal cette année, c'est donc de parvenir à cet accord sur un nouveau montant d'aide à destination des pays en développement pour les aider, entre autres, à financer leur transition énergétique et faire face aux effets du changement climatique. Pour répondre aux besoins, l'enveloppe totale doit au minimum être multipliée par 10 pour atteindre 1000 milliards de dollars, selon les estimations. Mais de nombreux pays occidentaux jugent ce montant irréaliste. Lors d'une conférence de presse conjointe ce matin, plusieurs ONG ont déjà affirmé qu'elles ne quitteront pas la COP29 tant que le niveau d'ambition sur la finance n'est pas à la hauteur. Ces premières déclarations se font dans un contexte un peu particulier, celui de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Le nouveau président américain avait lors de son premier mandat fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avant que Joe Biden ne revienne sur cette décision. À la veille du sommet des chefs d'État, certains militants avec qui nous avons discuté ce matin déplorent également l'absence symbolique de nombreux représentants, parmi lesquels Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine ou encore le président brésilien Lula, pourtant hôte de la COP30 l'année prochaine. Manon Chaplin à Bakou pour suivre cette conférence internationale sur le climat. Alors certes, il y a du monde à Bakou pour réfléchir à l'avenir de la planète, mais cette COP29, nous le disait Manon Chaplin, ne rassemble pas les foules. Cette année, près de 50 000 personnes y participent. À titre de comparaison, l'an dernier, à la même époque à Dubaï, la COP28 rassemblait 80 000 participants. Une baisse de fréquentation notable également chez les chefs d'État et de gouvernement. Pas de président américain, ni de président brésilien, pas de Premier ministre canadien, ni de Premier ministre australien. Pour Sébastien Treyer, invité d'RFI à la mi-journée, il est le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. L'importance n'est pas forcément la présence des chefs d'État et ou de gouvernement. La présence des chefs d'État aurait pu donner une impulsion positive, plus importante. Néanmoins, ce qui va compter beaucoup, c'est la présence des ministres des Finances. On voit vraiment se déployer dans la discussion sur le climat le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une discussion entre les ministères de l'Environnement, mais une discussion sur la question des politiques macroéconomiques des pays, une discussion sur la manière dont on peut stabiliser l'économie mondiale qui est sinon en risque de subir les dommages du changement climatique, et notamment stabiliser la situation économique des pays les plus pauvres. Et ça, c'est une discussion sur laquelle les ministères des Finances sont très présents, et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. Sébastien Treyer au téléphone avec Anne Kantner, RFI à Paris, 17h05. Le journal en français facile.
L'actualité sur le continent africain, à l'île Maurice, la population a choisi une autre équipe. Je lui souhaite bonne chance. Le Premier ministre mauricien reconnaît avoir perdu les élections législatives. Pravin Kumar concède sa défaite. Tous les bulletins ne sont pas encore dépouillés, mais ils n'ont pas encore été donc tous vérifiés ni comptés. Les résultats officiels devraient être connus dans quelques heures. Alors ces résultats dits partiels annoncent une victoire de l'Alliance du changement menée par Navin Ramgoolam, chef du Parti travailliste âgé de 77 ans et ancien Premier ministre mauricien. L'actualité au Proche-Orient, la guerre à Gaza. Ce matin, l'armée israélienne est entrée avec des chars dans le camp de Nuseirat, dans le centre de Gaza. C'est ce que rapportent des habitants. Les frappes israéliennes sur l'ensemble du territoire ont tué 11 personnes depuis hier soir, d'après les autorités gazaouis. Alors, si Israël a annoncé vouloir détruire, réduire à néant le Hamas, Israël aurait d'autres plans pour l'avenir de Gaza. Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision israélienne, Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major, ancien membre de cabinet de guerre, révèle également les objectifs dits cachés d'Israël pour Gaza. Correspondance à Jérusalem, Sami Boukhelifa. Depuis le début de la guerre, le Premier ministre Benyamin Netanyahou le répète régulièrement. Israël n'a pas l'intention de recoloniser Gaza. Pourtant, ce qui est constaté sur le terrain est différent, relève Tomer Persiko, chercheur israélien à l'université Reichman de Herzliya. Il y a une volonté claire de certains ministres au gouvernement de réinstaller des Juifs à Gaza. Au regard du droit international, il est légitime et même souhaitable de déplacer une population, en l'occurrence les Gazaouis, lorsque des opérations militaires ont lieu. Mais selon ce même droit international, vous devez permettre à ces gens de retourner dans leur maison à la fin des opérations militaires. Dès le début de la guerre en octobre 2023, Israël a entrepris de vider le nord de Gaza de sa population. Un an plus tard, l'armée a mis un coup d'accélérateur à ce déplacement forcé des civils. Le nord de Gaza est hermétiquement assiégé, sans eau ni nourriture. La population a le choix entre partir vers le sud de l'enclave ou rester et mourir. Une situation alarmante, dénonce le chercheur. Je crains vraiment que tout cela ait pour objectif de créer à l'avenir des colonies juives israéliennes dans le nord de Gaza. Et je ne sais pas si personnellement je pourrais encore vivre en Israël si mon pays, au lieu de réduire l'occupation, décide au contraire de renforcer l'occupation de la Palestine. C'est une atrocité et j'espère que cela n'arrivera pas. C'est pourtant bel et bien le plan du gouvernement israélien, confirme Gadi Eisenkot, ancien membre du cabinet de guerre de l'État hébreu. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI. En Asie, des typhons à répétition aux Philippines. Des milliers de personnes ont été mises à l'abri. Vent violent et forte pluie. Le pays est touché par un 4e typhon en moins d'un mois. L'actualité en France avec ces cérémonies du 11 novembre. C'est le 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le texte qui a conclu la fin de cette guerre. Les commémorations ont eu lieu comme tous les ans à Paris, sous l'Arc de Triomphe, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron. Je vous le disais, des commémorations placées sous le signe de l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. À Paris, reportage Baptiste Coulon. God Save the King, chanté par le chœur de l'armée française sous l'Arc de Triomphe, l'amitié franco-britannique célébrée à l'occasion des 120 ans de l'entente cordiale entre les deux pays, sous l'œil de Matt, originaire d'Oxford au Royaume-Uni. Nous sommes amis avec la France. On est alliés, on se soutient, c'est très important. Quand on voit la situation en Europe, aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, on se dit que plus on est soudés, plus on a de chances de maintenir et même de renforcer encore cette alliance. Une amitié qui a aussi connu quelques passages à vide. Alena est étudiante à Paris. J'étais encore enfant quand le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens constatent que cette décision a cassé des liens d'amitié que nous avions avec nos voisins et nos amis. Alors être présent ici à Paris, c'est à la fois un acte de mémoire et une façon de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir. Je pense qu'il est aussi important de célébrer les amitiés que nous avons maintenant que de se rappeler à quel point ces amitiés sont difficiles à gagner. Il suffit de regarder le nombre de victimes en Ukraine, qu'elles soient ukrainiennes ou russes, pour s'en rendre compte. Quelque chose de différent et d'alternatif est plus que souhaitable. Mais je pense que nous échouons en ce moment. La communauté internationale peut mieux faire. La cérémonie s'achève par une accolade entre Emmanuel Macron et Keir Starmer. Tous deux repartent dans leurs convois respectifs. Baptiste Coulon
à Paris pour RFI. À Paris où il est 17h10.